sexe, ce qu'on appelle le sexe fœtal, sur le sang maternel, garçon ou fille. Fille, eh ben, bonne chance pour la grossesse et tout va bien. Garçon, alors, on peut faire une biopsie de trophoblaste sur un prélèvement précoce, vers 11 semaines d'aménorrhée, et regarder, bien vérifier, plutôt par regarder, qu'il n'a pas la mutation, puisque sa mère n'est pas conductrice. Et de temps en temps, 2 fois sur 100, de dire « Ah, zut, c'était une mosaïque germinale », il est atteint aussi. D'accord ? Donc ça, cette histoire, c'est vraiment important. Quels sont les éléments qui peuvent vous faire répondre à la question, est-ce qu'une femme, dans un cas sporadique, est conductrice ou pas? Vas-y. Ça commence sur cellule? Ah non, alors, non, j'ai compris, sur cellule fétale dans le sang de la mère. Ça commence. Bientôt, parenthèse, ce n'est pas ta question, mais bientôt, on pourra faire des tests génétiques carrément sur simple prise de sang maternelle. On peut faire le sexe fœtal, je ne vois pas pourquoi un jour on ne pourrait pas faire ça. Donc il y a toute une stratégie qui s'appelle actuellement le diagnostic prénatal non invasif, qui consiste à dire on ne va pas faire la myosynthèse, on ne va pas faire de biopsie de trophoblaste, on va travailler sur le sang de la mère, à partir duquel on purifie les cellules fœtales, et sur ces cellules fœtales, on peut faire un test génétique. Alors ta question est différente, elle avait été posée par une de tes camarades avant-hier, c'est dans ces histoires de mosaïque, est-ce qu'on ne peut pas vérifier qu'il y a une mosaïque, c'est-à-dire tester les gamètes? Alors ça, c'est fait pour les hommes, parce que les gamètes des hommes, je ne te fais pas de dessin, mais c'est assez facile à récupérer. Sans excès. Hein. Et donc, au début, quand on a trouvé les histoires de mosaïque germinale, pour être sûr expérimentalement que ce n'était pas des blagues, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a prélevé du sperme d'hommes à risque de mosaïque, et on a vu effectivement. Ah ouais, ça. Alors ça c'est moyen là. Bon, vous en parlez pas de ça. Attends, comment est-ce qu'on arrête le truc là? Comment est-ce qu'on revient en arrière? Bon, on a vu, on a analysé ces gamètes et on a remarqué qu'il y avait une proportion de gamètes qui portaient la mutation. On l'a fait expérimentalement, c'est des papiers des années 95. Le premier papier qui a publié un truc comme ça, c'est dans Nature. Hein. C'était un coup de tonnerre dans cette affaire, parce que c'était pas du tout... c'était un mécanisme potentiel, c'était un truc théorique, mais on a vu que c'était, en termes de conseil génétique, quelque chose de véritablement pertinent. Et le premier papier qui a montré ça dans Nature a eu recours à l'analyse des gamètes masculins. En pratique, on ne le fait pas, d'abord parce que les mosaïques peuvent porter aussi sur les gamètes féminins les ovules, et on ne va pas prendre les ovaires d'une femme pour... évidemment, ce serait dommage quand même, pour faire des expériences. Et puis deuxièmement, il y a un truc technique qui n'est pas facile, c'est que l'étude de l'ADN spermatique, c'est un truc pas facile du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais l'analyse de l'ADN sur tissu spermatique, c'est assez difficile. Donc en fait, le dernier élément, c'est qu'on ne pourrait pas formellement exclure une mosaïque parce qu'elle pourrait venir de la mère, déjà, et que même sur, disons, un test spermatique ou deux, on n'aurait pas la mutation, ça ne prouverait pas complètement qu'il n'y a pas, etc. Donc, on fait l'impasse là-dessus, à la fois parce que c'est difficile et parce que ça ne couvre pas du tout les mosaïques maternelles. Donc, on fait, comment dirais-je, on fait une hypothèse d'école en disant il pourrait y avoir une mosaïque, je l'ai déjà vue, je ne veux pas que ça recommence, et on propose un test. Voilà. Alors, on va avancer. Quatrième élément, comme pour l'hérédité dominante, il y a de nombreux exemples dans les maladies liées à l'X où plusieurs gènes indépendants qui ne sont pas sur la même position, voire l'un sur le bras court, l'autre sur le bras long, peuvent donner une même maladie. Je vous ai montré sur une diapositive de le site de paraplégie spastique. Un de vos camarades disait « J'ai vu quelqu'un dans la rue qui marchait comme vous avez dit hier, c'est-à-dire un peu en se dandinant avec les membres très raides. » Ça peut être une souffrance à la naissance, ce qu'on appelle l'infirmité motrice cérébrale. C'est le plus classique, mais ça peut être une paraplégie spastique. Et il y en a deux qui sont liées au chromosome X. Elles donnent exactement la même chose, mais elles ne sont pas du tout au même endroit, ce n'est pas le même gène. Et bien entendu, c'est un
un piège important dans les tests génétiques. Quel est le locus qu'il faut tester? Il faut tester les deux, bien sûr. Et des paraplégies spastiques, je vous l'avais dit hier, spastiques. SPA, spasticity, la raideur. Les paraplégies spastiques, il y a au moins 50 ou 60 loci de paraplégie spastique. La plupart sont autosomiques. Il y en a 2 qui sont liés à l'X. Mais l'exemple le plus frappant d'hétérogénéité de locus pour le chromosome X, c'est le retard mental lié à l'X. On dit aujourd'hui la déficience intellectuelle liée à l'X. Il y a plus d'une cinquantaine de loci de retard intellectuel lié à l'X. La plupart, la grande majorité sont récessifs, quelques-uns sont dominants. La plupart sont des retards mentaux isolés, des déficiences intellectuelles isolées. Il y a juste un retard mental, trouble cognitif, trouble des fonctions supérieures. D'autres sont syndromiques, c'est-à-dire qu'il y a le retard mental plus autre chose. Un grand classique, c'est la fragilité du chromosome X, qui est une maladie complexe avec une pathologie moléculaire qu'on ne vous fait plus, mais qu'on vous fait dans le parcours d'initiation à la recherche par des mutations de l'ADN très spéciales qu'on appelle les mutations instables, des répétitions instables de l'ADN qui vont finir à partir d'un certain seuil par altérer l'expression d'un gène, en l'occurrence le gène FMR1 pour Fragile Mental Retardation. Et donc il y a une pléiade de maladies liées à l'X qui conduisent à un retard intellectuel, à une déficience intellectuelle isolée ou syndromique. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a toujours eu un excès de garçons dans des... c'est une vieille observation épidémiologique qu'il y a des excès de garçons dans les institutions de personnes handicapées, dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, on essaie maintenant que ces personnes ne soient plus dans les hôpitaux psychiatriques comme au 19e ou au début du 20e, mais il y en a encore. Et donc, toutes les observations qui ont été faites par les épidémiologistes dans les institutions de handicapés mentaux, de déficients intellectuels, les CAT, les IME, les IMPRO, etc., font état d'un sexe ratio biaisé. Vous savez ce que c'est que le sexe ratio, c'est le rapport garçon sur totalité des personnes. Et en général, dans ces institutions, on a clairement à peu près 2 garçons pour une fille. Et une des raisons, c'est que les gènes qui ont des allèles récessifs sur le chromosome X ne vont pas se manifester chez les filles et vont se manifester chez les garçons. D'accord? Hétérogénéité de locus. Et puis cinquièmement, c'est le 5e micro-chapitre, on a aussi ce qu'on observe pour les maladies dominantes, c'est l'inverse, c'est qu'à un même locus, il peut y avoir plusieurs maladies. Alors on vient d'en voir un bel exemple avec la myopathie de Duchenne et la myopathie de Becker, mais ces 2 maladies sont quand même voisines, sont cousines, on pourrait dire. Ce sont 2 myopathies progressives, etc. Mais c'est quand même 2 maladies décrites indépendamment. Il y a des loci du chromosome X où les choses sont encore plus marquées. Je vais montrer quelques-uns sur les diapositives. Il y en a un qui s'appelle le locus L1, c'est une protéine d'adhésion cellulaire, neuronale. Et suivant les mutations à ce locus, qui est un assez grand locus, rien à voir avec Duchenne, mais assez grand quand même, sur le bras long du chromosome X, vous allez pouvoir avoir une paraplégie spastique ou une hydrocéphalie, excès de liquide sous pression dans le cerveau, ou un syndrome combinant paraplégie spastique et ataxie, donc des présentations neurologiques très différentes pour des mutations du même gène. On a appelé cela hier hétérogénéité phénotypique, c'est peut-être pas un très bon mot. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'hétérogénéité allélique. Il y a une hétérogénéité allélique dans l'hétérogénéité phénotypique, bien sûr, c'est des allèles différents qui donnent des maladies différentes, mais l'hétérogénéité allélique, c'est des allèles différents qui donnent la même maladie. D'accord ? Donc distinguez bien ces deux choses. Le 6e point que je voulais voir avec vous, c'est la question de l'inactivation de l'X. On parle parfois de l'ionisation, L-Y-O-nisation, à cause de Mary Lyon, L-Y-O-N, qui est une chercheuse britannique, qui a publié en 1961 dans la revue Nature, encore une fois,
un papier rapportant, le titre, vous le verrez, c'est Gene Action in the X chromosome of the mouse. Gene action, que l'on pourrait traduire aujourd'hui en expression génique, sur le chromosome X de la souris, mus musculus. Mus musculus, c'est la souris, vous savez. Et c'est un papier absolument magnifique. Je crois qu'il n'y a pas une figure. Il y a 2 pages. Il y a un auteur. C'est la classe totale. Et sur ce papier, qui est un papier expérimental, hein, où elle a fait des croisements de souris, elle aboutit à la conclusion que selon la composition des chromosomes sexuels, il y avait une explication possible à la variabilité d'expression de gènes sur le chromosome X en fonction du phénomène qu'elle appelait l'inactivation. Et son observation princeps, c'est l'observation du corpuscule de Barr, vous savez, c'est-à-dire quand on regarde des cellules féminines, des fibroblastes d'une femme par exemple, on voit au microscope que collé à la membrane nucléaire, il y a une espèce de chromatine très compacte qu'on appelle le corpuscule de Barr, Ba2R. Et ce corpuscule de Barr, ce n'est pas autre chose que l'un des 2 chromosomes X qui s'est totalement compacté en chromatine. Il est tellement compact qu'il est visible de cette manière avec des colorants de chromatine. Et il témoigne du fait que dans chaque cellule féminine, c'est-à-dire où il y a 2 X ou parfois plus, il y a l'un des 2 qui est inactivé selon le phénomène dit de lyonisation, d'après le nom de Mary Lyon. Et que ce chromosome X n'est pas toujours le même d'une cellule à l'autre. Et elle termine son article par une explication du fait que chez les chats, seules les femelles de certaines lignées de chats peuvent avoir des couleurs, 3 couleurs, c'est ça, des espèces de patchwork où on a, on va dire, du blanc, du foncé et du intermédiaire, du ocre. Et on est exactement dans la représentation de mosaïque fonctionnelle. Elle n'est pas mosaïque au niveau germinal, il n'y a pas des cellules avec une mutation. Toutes les cellules sont identiques du point de vue du contenu génétique, mais l'expression génique est variable. Et lorsque le gène qui conduit à la pigmentation est inactivé totalement dans un clone cellulaire cutané, ben c'est une tache blanche. Quand c'est l'inverse, c'est une tache très foncée. Puis quand c'est un peu intermédiaire, c'est une tache intermédiaire. Et elle décrit exactement ce phénomène à partir de ce qu'elle a appelé l'inactivation de l'X. Elle part de l'observation du corpuscule de Barr, elle fait la démonstration par des études de croisement de souris et elle donne des explications. C'est un papier absolument magnifique, de 2 pages, qui décrit ce phénomène. Alors ce phénomène existe, bien sûr, chez la femme et pas uniquement les chats. Et il explique beaucoup la prudence que j'ai eue en vous disant parlons pas trop de maladies récessives liées à l'X. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des histoires, même dans la même famille, où il y a des femmes qui vont exprimer des signes. Souvenez-vous des signes cliniques du chêne, des signes cliniques d'hémophilie chez les femmes. Petits signes, d'accord, mais des signes quand même, des signes biologiques. Et donc, suivant l'inactivation de X, on va avoir potentiellement cette variabilité. L'inactivation de l'X est un mécanisme épigénétique par définition, c'est l'archétype du mécanisme épigénétique, c'est-à-dire un mode de régulation de l'expression des gènes, qui est une modification qui est stable dans les divisions somatiques. Ça ne va pas, une fois que l'inactivation a été déterminée, elle devient stable et clonale. Ce phénomène est réversible, c'est-à-dire que vous ne transmettez pas le même patron d'inactivation à vos enfants, pour l'X.
Il ne modifie absolument pas.